Un programme matinal diversement varié ce 4 août, vous le verrez avec nous à mesure que nous évoluerons dans cette émission et ce sur 2 heures. Jeudi, environnement, on fera également un détour du côté de l'enseignement supérieur avec le sacre d'un acteur politique et jeudi politique et jeudi économie également pour vous emmener sur plusieurs terrains de l'information. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Actu Matin, bon réveil en direct sur Canal 3 Bénin. Le premier plateau de la discussion abordera la question de l'arbre. Il nous rappellera son importance dans l'écosystème des villes contemporaines, mais il n'est pas sans conséquence lorsque le choix des types d'arbres sélectionnés pour verdir les cités n'est pas bien fait. Notre invité spécialiste en sauvegarde environnementale nous dira dans les détails les dangers et il nous orientera vers les choix judicieux à faire quand il s'agit de reboisement. Dr Flavien Devonou est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, sera en plateau à l'heure du forum de discussion. Ensuite, une transition politique à 6 mois des législatives. Nous mesurerons ce matin l'atmosphère du milieu. Ce sera dans le département des Collines. Les acteurs s'activent. On verra dans quel état d'esprit la jeunesse politique de Bantais se prépare pour ces élections à venir. Le mouvement jeunesse de la mouvance présidentielle sensibilise sur le comportement citoyen à adopter en période électorale. Faustin Arouko en est le porte-parole. Et puis, 4 jours après les festivités du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, on est toujours sous l'emprise de l'ambiance qui a prévalu ce 1er août. Sur un tout autre plan ce matin, on aura à parler économie. Le discours officiel évoque les performances réalisées ces dernières années, les leçons telles toujours. Quels sont les indicateurs au regard des situations actuelles de crise? L'économie béninoise va-t-elle continuer de résister au choc? En 15 minutes, on lèvera le voile sur les perspectives. Jed Koboulé, notre 3e invité, est économiste. Merci de votre fidélité. Voici le temps qu'il fera ce jeudi sur l'ensemble du pays. C'est l'heure de parcourir les gros titres de la presse nationale ce matin. Vous êtes avec nous, Herman Agnamboussou. Bonjour. Bonjour Christian Dorijan. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité, comme à nos habitudes. Résultat, Kames 2022, à la suite de Djogbenou, Fifam et Joseph, Aguemon Badirou fait la fierté de la classe politique. Il devient professeur titulaire en santé publique. Mafouz Laran Ouessou, premier du Bénin au baccalauréat 2022. Ce n'était pas une grande surprise pour moi d'être le premier du Bénin. C'était un objectif à atteindre. La liste des 239 meilleurs au bac 2022. Conseil des ministres, acquisition de 2 aéronefs neufs. Les situations d'urgence désormais sous contrôle. Et puis rond-point 16 ampoules à Gbadjoumene, un lieu de distraction peu remarquable.
On poursuit avec le matinal Conseil des ministres, une agence de gestion des marchés créée vers la disparition de la Sogema. 88 nominations prononcées dans 3 ministères et puis le plan social pour sauver les 395 agents de Bénirail dévoilé. Confection de la LEI, rencontre entre l'ANIP et les partis politiques, une application numérique pour géolocaliser les données. Matin libre à présent, modernisation de Ganki et environ plus de 200 ménages non relogés souffrent le martyre à Plakodi. Certaines familles dorment à la belle étoile, exposées aux intempéries et maladies. Et des couples n'ont plus d'intimité, des enfants ont dû abandonner l'école l'année scolaire passée, et puis Talon qui appelait au secours, gouvernement au secours, clame ces populations. Et puis un autre titre de Matin libre, office baccalauréat, le conseil d'administration officiellement installé. On passe à un autre quotidien, le Télégramme, Conseil des ministres du mercredi 3 août 2022, 395 employés de Bénirail, bientôt dédommagés, plus de 80 nominations dans 3 ministères et puis finale de la Coupe de l'Indépendance au stade René Pleven de Cotonou. L'épanouissement de la jeunesse, une priorité pour Patrice Alakpato. Sans oublier ce titre également, 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, la publication de la liste des prisonniers graciés qui est en téléchargement selon le Télégramme. L'indépendant, festivité du 1er août 2022, toute une nation était en communion avec son chef. Ce que on était à chuchoter à l'oreille de Patrice Talon au défilé, je cite, « Nous avons besoin de parler ». Bénin intelligent, délocalisation de la fête nationale à la place de l'Amazone, la fin d'une époque de souffrance. Dr Joël Akalogun qui dit, je cite, l'érection des 2 statues à Cotonou ne pose aucun problème. Réorganisation des horaires de travail, nette diminution des taux de retard et d'absence. Bénin intelligent qui revient également sur cette actualité liée à Badirou Aguemon qui est fait professeur titulaire en santé publique au niveau de l'enseignement supérieur. Le Soleil Bénin Info à présent, indépendance du Bénin, rencontre Talon Macron, législative 2023, Djogbenou, ainsi de suite. Gilbert Kakpo Kengpe, qui, sa langue de bois, dit Talon est un grand homme, un homme de goût et un bâtisseur. Autre information, projet asphaltage phase 2, voici les villes retenues par le gouvernement. L'événement du jour, inauguration du monument et célébration du 1er août au Bénin, Talon encore déterminé à écrire de plus belles pages de l'histoire. Voici l'intégralité de l'adresse du chef de l'État et puis supposé recrutement de personnel à la Sobemap. La direction générale dément et appelle le public à la vigilance. On finit avec Soleil Levant, fête de retrouvailles des fils et filles de la commune de Soava. Le maire Zanou appelle à une mobilisation autour de Tofinwe. Les festivités démarrent demain pour 72 heures. Et puis aménagement du cadre de vie, 6 communes concernées par la phase B de l'asphaltage. Voilà donc pour ce qui est des unes que nous avons choisies pour vous, Christian Doridio. Et nous vous disons bien un grand merci, Herman Parfait, à Niamboussou. Beaucoup de sujets abordés dans la presse ce matin, notamment les décisions issues du Conseil des ministres d'hier, le gouvernement qui lance le déploiement de nouveaux aspirants. On y reviendra en fin d'édition. Il faut préciser également qu'il y a un peu plus de 80 nominations dans plusieurs secteurs, notamment dans les ministères de la Justice. Et puis, dans l'actualité, on parle des législatives du 8 janvier 2023. L'ANIP qui a exposé le point d'étape de la liste électorale informatisée aux responsables de partis politiques. C'était hier, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a annoncé l'opérationnalisation prochaine d'une application mobile pour faciliter la consultation publique et un premier affichage de la liste électorale informatisée provisoire est prévu à partir du 19
septembre prochain pour une transmission définitive à la Sénat. La date prévue, c'est bien sûr le 7 novembre 2022. Et à la une du journal Fraternité, on parle d'un acteur politique, député à l'Assemblée nationale, la 8e législature. Il est élu de la 15e circonscription électorale et ce depuis 2015. Il est un intellectuel chevronné. Il a brillamment réussi à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire en santé publique. Il s'agit de Badirou Aguemon qui fait la fierté de la classe politique. Il devient donc professeur titulaire en santé publique. Herman Anyambosou, tout à l'heure au forum de discussion, on reviendra sur le parcours de cet acteur politique. On peut dire qu'il fait honneur à la classe politique et surtout à la jeunesse également, parce que après Kassaba Telemi, après Nassirou Bakouari Fari, sans oublier également le professeur Mathieu Kofinago, je pense qu'il fait son entrée, je dirais, dans le tableau d'honneur. En tout cas, au forum de discussion tout à l'heure, on dira un mot sur cet acteur politique qui fait donc la fierté des enseignants des universités. Merci Herman. À tout de suite pour le forum de discussion où on parlera des arbres. Beaucoup d'invités à recevoir en plateau ce matin avant ces différents rendez-vous. On prend le rendez-vous de l'information en image avec la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est le tout image avec la réalisation et aux commandes Christelle Bolécon. En août, seulement sur les chaînes Canal+. Venus Williams, la meilleure joueuse de tous les temps. Une famille solide, c'est une entreprise solide. La scène est à vous, mademoiselle Franklin. N'essayez pas de me caresser ou je vous saute à la gorge. Il y a de la place pour les chats et pour les souris. Vous pouvez conquérir le monde. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. Et quand vous en demandez plus, nous vous en donnons encore plus. Réabonnez-vous à la formule supérieure et profitez de l'offre encore supérieure pendant 30 jours. Les yeux rivés sur cet écran géant installé ici à Boumekalavi, les militants du Parti Union Progressiste suivent le défilé militaire et paramilitaire depuis la place de l'Indépendance, 6 à Cotonou. Une formule voulue par le bureau politique national de cette formation politique. Et les militants qui pour la plupart viennent des communes de Cotonou, Soava, Zé et Abomey-Calavi disent tomber sous le charme des différents tableaux présentés au cours de ce défilé. C'est original et puis on sent vraiment que le président est en train de mettre en valeur notre culture, notre richesse, notre patrimoine culturel. Si on doit résumer brièvement, on doit dire tout simplement en 2 mots, fierté nationale. C'est un défilé spécial. C'est le meilleur défilé que le Bénin ait connu dans son histoire. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, je ne l'ai jamais vécu en 62 ans d'indépendance. Vous avez vu comment le décor a été, d'accord? Tout était minutieusement préparé. Tout ce qui est fait doit nous inspirer et doit nous amener à nous dire aujourd'hui, nous sommes fiers d'être béninois. Après le défilé, place aux échanges entre membres responsables de l'UP. Ici, tout a tourné autour de l'avenir du parti. Il y a des défis plus grands, plus élevés, plus forts. Et l'un des plus grands défis reste les législatives de janvier 2023. Pour ces échéances électorales, une posture de veille permanente est recommandée. Je vous invite encore à ne pas vous reposer. Je vous invite encore à ne pas vous disputer. Je vous invite à ne pas vous envier. Je vous invite à ne pas vous jalouser. Je vous invite au renoncement, au renoncement et au renoncement. Le renoncement pour un don de soi, car 2026 se gagne en 2023, a ajouté le professeur Joseph Djogbenou, pour qui l'humilité doit être la première vertu à cultiver. Nous devrons être suffisamment humbles, chers camarades, suffisamment humbles. De ne pas avoir ce que je qualifie de psychologie ou de mentalité aristocratique, de considérer que nous sommes au-dessus de tout le monde. Nous devrons être humbles. Quant à la question de positionnement pour la législative 2023, elle n'est pas encore à l'ordre du jour au niveau de la direction nationale du parti, a conclu celui qui préside désormais aux destinées du plus grand regroupement politique au Bénin.
La mission d'observation de la CEDEAO aux élections législatives du Sénégal de 2022 est arrivée aux conclusions provisoires suivantes. La mission a noté un taux de participation relativement faible dans la matinée et qui s'est sensiblement amélioré avant la fin du scrutin. La mission a noté le caractère paisible et transparent du scrutin et la bonne maîtrise des procédures de vote. La mission félicite toutes les parties prenantes pour les efforts fournis jusque-là pour la tenue des élections dans un climat apaisé. La mission exhorte toutes les parties prenantes au processus électoral à respecter les canaux réglementaires d'annonce des résultats et à s'abstenir de toute proclamation des résultats qui pourrait affecter le climat apaisé observé jusque-là. Toutefois, la mission continue d'observer la suite du processus électoral et pourrait à nouveau se prononcer dès que nécessaire. À ce stade, la mission formule les recommandations suivantes. Pour les autorités compétentes du Sénégal, de concert avec les organisations de la société civile, encourager et continuer à promouvoir toutes les initiatives aux fins d'accroître la participation des citoyens aux élections. Prendre les dispositions visant à faciliter l'accès des bureaux de vote aux personnes à mobilité réduite. Pour les partis politiques, s'abstenir de toute proclamation prématurée des résultats, former leurs membres à la citoyenneté, encourager et sensibiliser leurs partisans à requérir la carte d'électeur auprès de la direction de l'automatisation des fichiers, encourager et sensibiliser leurs partisans à retirer les cartes d'électeurs déjà émises pour leur permettre de prendre effectivement part au processus électoral à venir. Sensibiliser leurs partisans à la culture démocratique, promouvoir la paix, la stabilité et la consolidation de la culture démocratique. La mission d'observation de la CEDEAO, par le biais de son équipe cadre, qui séjournera au Sénégal jusqu'à la proclamation des résultats, continuera d'observer les développements post-électoraux et produira un rapport exhaustif au président de la commission de la CEDEAO sur le processus électoral. Enfin, la mission saisit cette opportunité pour remercier les autorités sénégalaises pour l'accueil chaleureux et les dispositions prises pour faciliter le déploiement de la mission. Cet entretien du 2 août avec le corps diplomatique accrédité au Bénin, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, se veut une séance bilan. Un point des actions diplomatiques du pays sur la scène internationale ces derniers mois. Aurélien Agbenossi fait revisiter l'arrivée au Bénin du président français Emmanuel Macron. Cette visite s'est entre autres traduite par de nouveaux engagements bilatéraux au soutien de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026 que nous appelons le PAG2. Il est important de souligner les avancées significatives de cette visite dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la culture et de la formation professionnelle. Le ministre béninois des Affaires étrangères a rappelé aux diplomates les circonstances qui ont valu au président béninois la reconnaissance du titre de champion de la restitution des biens culturels. L'une des actions fortes de la diplomatie béninoise, c'est la désignation de l'ex-président de la République Boni Yayi en qualité de médiateur de la Guinée, que précise le ministre. Au sommet du mois de juin, déjà, lorsque on recherchait les médiateurs pour les 3 crises que nous avons entre les bras, et pour la Guinée, le président Talon a proposé son prédécesseur et ses pairs, le 3 juillet dernier, ont accepté. Et donc, M. Thomas Boni Yayi a été désigné comme médiateur de la crise de Guinée. Et immédiatement après sa désignation, il a été félicité par le président Talon. L'autre illustration de la diplomatie béninoise,
c'est la participation de 11 chefs d'entreprise aux missions économiques et commerciales initiées par l'Organisation internationale de la francophonie. Plusieurs autres points ont été abordés par le chef de la diplomatie béninoise. Je voudrais mentionner également le protocole d'entente avec le gouvernement du Canada pour la mise en œuvre du projet intitulé « Ma formation, mon métier, mon avenir », c'est qu'ils appellent les 3M. Et ce partenariat est d'un montant d'à peu près 16 millions de dollars pour renforcer le pouvoir économique des jeunes vulnérables au Bénin. Chose aussi qui est importante pour nous, c'est l'accord que nous avons signé avec le MCC. Au titre du compact régional axé sur la réhabilitation de la route inter-État reliant les villes de Cotonou et de Niamey. En tout cas, nous avons avancé sur le protocole d'entente. À l'occasion de la rencontre, le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Bénin, Rachid Rgbi, n'a pas manqué de souligner les efforts du Bénin. Il a mis l'accent entre autres sur le défilé militaire placé cette année sous le sceau de l'unité des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, la solidité de l'Union nationale qui a permis de valoriser la femme béninoise. Du matériel roulant pour lutter efficacement contre le terrorisme au Bénin. Composé de 50 motos et un véhicule, le don émane de la collaboration entre le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. D'un coût global à peu près de 56, j'arrondis, $1000 pour les motos, nous retrouvons également aujourd'hui pour la remise d'un véhicule pour un montant également à peu près $40 000. L'action de la BGF est allée dans plusieurs sens. Pour l'année 2022, la construction d'une base pour les unités spéciales en charge des renseignements et 3 commissariats pour la police républicaine. Donc c'est dans ce cadre que la BGF a demandé l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement dans les 50 motos, 20 sont partis dans le nord et nous avons 30 qui sont là actuellement en instant de partir d'ici demain. La remise de ces équipements intervient au lendemain de la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Le geste du PNUD cadre bien avec le thème qui a mobilisé les attentions à cette commémoration. Les forces de défense et de sécurité en synergie d'action contre le terrorisme. La mise à disposition par le PNUD au profit donc de la BGF d'un véhicule de marque Toyota pour appuyer ces efforts permettra de renforcer ses capacités logistiques dans l'accomplissement de ces missions destinées à développer chez nos concitoyens vivant dans ces secteurs géostratégiques et sensibles le sentiment d'appartenance à la nation commune. Le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique remercie les 2 institutions onusiennes pour les dons. Il appelle les bénéficiaires à en faire bon usage. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur le secteur privé béninois avec cette signature de la charte entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et le Conseil national du patronat. Un nouveau partenariat légalisé et qui ouvre la porte d'une coopération économique basée sur la promotion des entreprises béninoises. Ce mercredi, les premiers responsables de la CCI Bénin et le patron des patrons ont d'abord eu de longs échanges avant d'aboutir à cette convention qui annonce de beaux jours pour le secteur privé béninois. L'objectif de cet après-midi a pour le seul but de pouvoir ensemble travailler pour le développement de notre pays. Comme vous le savez, aucun pays ne peut se développer sans le secteur privé. Et le secteur privé, pendant longtemps, a été divisé. Et nous avons jugé bon de nous unir et de travailler en synergie pour développer véritablement le secteur privé. Il ne peut pas y avoir le développement sans l'industrialisation. Et pour aller vers l'industrialisation, il nous faut les patrons et aussi la Chambre de commerce. Donc vous convenez avec nous que la charte que nous venons de signer, c'est pour nous mettre ensemble, changer le paradigme, pour travailler pour le secteur privé.
La charte entre le patronat et la CCI Bénin favorise désormais l'identification des préoccupations du secteur privé et qui seront portées au gouvernement. Arnold Akako et Estache Kotigan se sentent fiers du nouvel environnement économique du Bénin et veulent faire profiter aux entreprises les nouvelles opportunités d'affaires qui s'offrent. Et je crois que c'est la concrétisation de ce que nous avons souhaité. Nous n'avons pas de divergence en réalité entre la Chambre de commerce et le patronat. Et puis, je leur dis que nous concourons tous au même but, celui donc d'avoir des entreprises qui tournent, des entreprises qui se créent, de lutter contre la mort prématurée de beaucoup d'entreprises et contribuer également à la prospérité des entreprises. Et je crois que le président Akako a perçu également l'importance donc c'est que nous puissions donc nous rapprocher pour aider également notre pays à développer des entreprises et surtout rechercher des investisseurs que nous-mêmes en tant qu'acteurs nous pouvons donc encourager à venir dans le pays. La nouvelle charte se donne aussi pour mission de travailler pour la bonne santé des entreprises béninoises afin de contribuer davantage non seulement à la création de l'emploi, mais aussi à la création de la richesse nationale. La CCI Bénin et le CNP se donnent ainsi la main pour accompagner le développement économique entamé par le gouvernement. Des tableaux artistiques pour mettre en haleine le public d'Alegleta, sortis en nombre important pour participer au festival Kodigege. La soirée est ponctuée d'animations culturelles, de danse au rythme de plusieurs sonorités des régions du Bénin. Les manifestations rappellent l'identité nationale et la culture aux jeunes curieux ainsi qu'à toutes les couches de la société en ce jour de la commémoration de la fête de l'indépendance. Durant notre plus jeune âge, ce qui nous faisait le plus plaisir lors de la célébration nationale de notre anniversaire d'indépendance était le défilé civil à la télé, qui nous permettait de vivre en un court instant les différents rythmes, masques et autres valeurs culturelles des différentes contrées et régions de notre pays. Mais force est de constater qu'après cela, plus rien ne se passe dans notre communauté. Et chacun reprend sa vie. C'est alors, pour corriger ce vide, que nous, jeunes acteurs culturels de Togoudo, se sommes constitués en association en 2013 et avons initié ce présent festival, dénommé Festival identitaire et culturel Kodigege. Et les jeunes de Togoudo peuvent désormais compter sur un soutien de taille pour toutes les éditions dès l'année prochaine. Corneille Atindéou, acteur politique de la commune d'Abomey-Calavi, qui s'engage à soutenir la pérennisation de ce festival identitaire et culturel. C'est des jeunes qui savent vraiment ce qu'ils veulent, qui ont vraiment un amour pour leur culture et ils sont à encourager. Et comme j'ai eu à le promettre, je serai toujours prêt à les accompagner afin que cette fête, cette valeur qu'on donne à notre culture puisse vraiment rester à vie, si on peut le dire. L'association des jeunes de Togoudo pour la relève a aussi reçu à l'occasion de Kodigege 2022 le soutien moral des notables du terroir. Et voilà, sur Actu Matin, c'était le bulletin matinal de l'information. Merci à toute l'équipe de la rédaction. La suite de ce programme matinal, dans un instant, nous aurons les informations sur les marchés qui vont s'animer d'ici aujourd'hui, jeudi à dimanche prochain. Ce sera avec Clément Tchadé, le journal des sports avec Ali Moumouni, et qui nous parlera de la boxe béninoise ce matin avec l'Assemblée générale de la Fédération béninoise de boxe. Cette assemblée générale qui s'est tenue le 3 août dernier du côté de Boycon avec l'élection d'un nouveau bureau. Et puis, dans la suite, nous sommes jeudi et ce jeudi, on parle
environnement. Un invité à recevoir, Dr Flavien Dovornou, il est spécialiste en sauvegarde environnementale. Avec lui, il sera question d'arbres en milieu urbain. C'est beau de planter les arbres, mais il ne faut pas planter n'importe quoi et n'importe comment. On aura donc les précisions à suivre dans cette première heure d'Actu Matin. Restez avec nous. Votre nouvelle série Canal+ originale. Je t'aime très fort. Je t'aime aussi. Lorsque son mari disparaît, Vous n'allez rien faire, c'est ça? Non. Abby devra percer le mystère La famille tient une résidence hôtelière pas loin. d'un clan rongé par le secret. Vous auriez une chambre de libre ici pour moi? Lâche-moi maintenant, j'ai dit. Arrête avec ton cinéma! Jamais! Vous ne serez pas déçus par votre séjour parmi nous. Votre nouveau feuilleton quotidien. Le futur est à nous. Bientôt et exclusivement sur Canal+ Pop. Avant la page économie de ce jeudi, on va parler sport avec vous, Ali Moumouni. Bonjour. Bonjour Christian. Les infos. Bonjour à tous. Les acteurs du Noble Art ont procédé hier mercredi 3 août 2022 au renouvellement du bureau des membres du bureau exécutif de la Fédération béninoise de boxe. L'Assemblée générale s'est déroulée sans aucune incidence et ce en présence de plusieurs personnalités politico-administratives et aussi du monde sportif, Christian. Justement, et à l'issue donc de cette assemblée générale, Pierre Révy est élu président, je dirais, de la fêtière de la boxe béninoise après 11 mois passés en tant que président intérimaire. Vous étiez aussi sur les lieux, Ali Moumouni. On va suivre le compte rendu que vous proposez à nos téléspectateurs, aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin ce matin. Les acteurs de la boxe béninoise dans la salle de délibération de la mairie de Boycon ce mercredi 3 août 2022. C'est un rendez-vous pour le renouvellement des membres du bureau exécutif de la fédération. Une assemblée générale élective qui se tient à la veille de la fin du mandat de l'équipe dirigeante en place. Étape protocolaire, la cérémonie d'ouverture a réuni autour du Noble Art le maire de la ville de Boycon, le représentant du préfet du Zou, celui du ministre des Sports et le secrétaire général du Comité national olympique du Bénin. Une mobilisation qui symbolise le fruit de la nouvelle dynamique enclenchée à la Fédération béninoise de boxe. Le conseil communal de Boycon se réjouit que la grande ville carrefour de notre pays, Boycon, soit désormais la plateforme nationale de la boxe de notre pays, et particulièrement de la boxe féminine. J'aimerais vous dire que la ville de Boycon se tient prête et est pressé d'être l'épicentre de la boxe dans notre pays. Que je voudrais déjà vous garantir de ce que le préfet ne ménagera aucun effort pour accompagner toutes les associations sportives, notamment les associations de boxe, qui voudrions bien vouloir s'enregistrer pour être conformes aux dispositions légales à la préfecture. Et pour lancer les travaux, le représentant du comité olympique a lui aussi exprimé sa satisfaction des actions de la fédération. S'il vous plaît, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les Jeux olympiques auront lieu en Afrique en 2026. Et ce sont les Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu à Dakar. C'est vrai que c'est le moment d'applaudir la Fédération béninoise de boxe qui a déjà lancé les graines olympiques. Les graines olympiques, un projet qui a pris corps et qui a été soutenu par l'Institut national des sports. Place à la deuxième étape de l'Assemblée générale. Après la vérification du quorum et le constat de l'absence du trésorier général sortant, la plénière a validé la présentation du rapport moral du président et celui des activités rédigé par le secrétaire général. L'ultime étape réservée au vote n'a pas assez duré.
La procédure est expliquée aux délégués qui sont passés aux urnes pour élire les nouveaux membres du bureau exécutif. À l'issue de l'Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de boxe, et après le vote et le dépouillement, sont élus Monsieur Rémy Pierre Léonard au poste de président. Après près d'une année d'intérim à la tête de la Fédération béninoise de boxe, Pierre Henvy est élu pour la première fois président de l'instance dirigeante du Noble A au Bénin par 21 voix contre 5 pour son adversaire. Il conduira avec son équipe de 11 membres la destinée de la fêtière pour les 4 prochaines années. Et voilà, bravo à Pierre Henvy. Et vous lui avez tendu votre micro après. Justement, Christian, après donc son élection, le président de la fédération, sinon le nouveau président de la fédération béninoise de boxe, s'est adressé aux acteurs présents et déjà il annonce des grands chantiers à aborder, parmi lesquels la réunification de la famille du Noble A et la professionnalisation de la discipline au Bénin. On le suit. C'est vrai qu'a priori c'est un moment de joie, mais mélangé à la peur, vu ce que nous avons à abattre comme travail. Et ce que je pense dire au nom de tous mes pères qui m'entourent ici, c'est qu'un chantier s'ajoute aux autres que nous avions déjà démarrés. La réconciliation de toute la famille, l'unification de toute la famille, l'explication aux uns et aux autres, afin que nous puissions regarder dans la même direction et qu'on, après cela, revoir les textes. C'est nécessaire, c'est ultime. Et il faut que nous y arrivions le plus rapidement possible. La professionnalisation s'impose à nous. Et c'est le gouvernement, à travers sa politique, qui dit aucune société n'ira à vous si vous ne devenez pas professionnel. Il reste cette étape de revue des tests de tous les clubs. Il reste l'étape de la professionnalisation de la boxe, auquel nous allons faire face le plus rapidement possible, de manière à ce que nous ne voyions plus nos boxeurs professionnels faire du Zema Cotonou, que nous ne voyons plus nos boxeurs professionnels traîner dans les rues, manquant le minimum social. Les boxeurs amateurs à la Fédération béninoise de boxe, les boxeurs professionnels à la Ligue de la boxe professionnelle. Et cette saison, nous devons lancer le championnat professionnel. Allez, bon vent donc au nouveau bureau exécutif de la Fédération béninoise de boxe. Christian, on parle football avec quelques informations du Mercato au plan national. Le Coton FC vient de réaliser un gros coup après avoir signé donc 2 joueurs clé et puis important et essentiel des Buffs du Borgou. Le club vient de signer un jeune attaquant prodige. C'est un talent qui s'est révélé cette saison du côté de Béké, de Bemberek avec Béké FC. Roméo da Costa a paraphé hier donc avec le club de Ouidah, champion du Bénin, un contrat de 2 ans. Le jeune joueur a inscrit 15 buts, Christian, au cours de la saison écoulée avec son désormais ancien club Béké FC et sera un atout majeur de l'attaque de Coton FC pour la saison prochaine. On reviendra sur certaines informations aussi concernant le Mercato dans les jours à venir, Christian. C'était les sports. C'était les sports. C'est terminé. Merci beaucoup, Ali. C'est moi. Très bonne journée à vous. Bonjour, Clément Tchadé. Bonjour, Christian. Bonjour à tous. Avec vous, ce sera les informations sur les marchés. La page éco, c'est tout de suite.
On va faire le tour du Bénin avec vous, Clément Tchadé. Quels sont les marchés qui vont s'animer en deuxième partie? Vous nous direz les tendances des prix. Oui, Christian, et on démarre, comme vous l'avez bien annoncé, par les marchés qui s'animent. Et ce jeudi, donc, voici les marchés qui s'animent. Le marché de Kolo-Kondé, le marché de Kouandé. Les deux marchés sont dans le septentrion, toujours dans le septentrion. Le marché d'Aléjo aussi s'anime. Et dans l'Atlantique, le marché de Zé s'anime. À Porto Novo, la capitale, le grand marché Wando s'anime aujourd'hui ce jeudi. Le marché ou les marchés de Semé, Ifayin, Dogbo, Wenhi, Dassazoumé aussi s'animent toujours ce jeudi. Demain vendredi, le marché international d'Antokpa s'anime. Les marchés de Kerou, Natitengu, Gogounou, Malanville, Otola-Gouka, Avrankou, Boyikon, Azové aussi s'animent. Samedi, le week-end donc, les marchés de Paou, Serroy, Grand Popo, Niki, Pédekbo, Doumé, Pira, Perma, à Kassato, ça c'est le marché de Christian aussi qui s'animent donc le samedi. Et dimanche, les marchés de Tchabikouma, Tchougou, Banikwara, Savalo, Djidja, Massi est un marché qui s'anime d'ailleurs tous les dimanches. Et toujours dimanche, les marchés de Kové, Seto, Sekou et Kome aussi s'animent. Et voici en ce qui concerne maintenant les prix de produits de grande consommation dans nos différents marchés locaux. À Wenhi, un peu comme à Wando par exemple, Wando, Porto Novo, la capitale, le gari est à 400 francs le kilogramme alors que le maïs est à 375 francs le kilogramme. Pendant ce temps, la pomme de terre est toujours maintenue à 800 francs le kilogramme et ce depuis environ 3 mois. Et à Dantokpa, au grand marché international Dantokpa, le maïs blanc est à 450 francs le kilogramme, l'huile végétale est à 1100 francs le litre, alors que le sorgho est à 370 francs le kilogramme. À Niké, un peu comme à Perman, le haricot 600 francs pour le blanc, alors que le rouge est à 700 francs. Le sorgho dans ces deux marchés est à 425 francs le kilogramme. L'huile de palme est à 900 francs à Savalou par exemple. Commun et Kové, Liam est à 600 francs dans ces trois marchés. Christian, c'est le tour rapide des infos sur nos marchés, mais aussi sur quelques tendances de prix dans ces différents marchés. Voilà, un tour vraiment rapide avec vous, Clément Tchadé, mais des informations capitales pour les usagers de ces différents marchés. Merci beaucoup. Rendez-vous lundi prochain. Bonne journée. Merci. Allez, on va installer le plateau de la discussion, le forum. Beaucoup de sujets à aborder ce matin. Le tout premier, on va parler donc des arbres, de l'arbre en milieu urbain avec le professeur Flavien Dovolou, qui est spécialiste en sauvegarde de l'environnement. Il nous dira que c'est bien beau de planter les arbres, mais il ne faut pas les planter n'importe comment. Vous aurez donc de plus amples explications. Restez avec nous sur Actu Matin. En août, seulement sur les chaînes Canal+. Venus Williams, la meilleure joueuse de tous les temps. Une famille solide, c'est une entreprise solide. La scène est à vous, mademoiselle Franklin. N'essayez pas de me caresser ou je vous saute à la gorge. Il y a de la place pour les chats et pour les souris. Vous pouvez conquérir le monde. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. Et quand vous en demandez plus, nous vous en donnons encore plus. Réabonnez-vous à la formule supérieure et profitez de l'offre encore supérieure pendant 30 jours. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com.
Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre nouvelle série Canal Plus originale. Je t'aime très fort. Je t'aime aussi. Lorsque son mari disparaît, Vous n'allez rien faire, c'est ça? Non. Abby devra percer le mystère La famille tient une résidence hôtelière pas loin. d'un clan rongé par le secret. Vous auriez une chambre de libre ici pour moi? Lâche-moi maintenant, Arrête avec ton cinéma! Jamais! Vous ne serez pas déçus par votre séjour parmi nous. Votre nouveau feuilleton quotidien. Le futur est à nous. Bientôt et exclusivement sur Canal Plus Pop. 47 minutes après 7 heures, nous sommes toujours dans la première heure d'Actu Matin. Dans la deuxième heure, peu avant la revue de presse de Narcisse Alocet, on parlera économie, on fera un bilan de 62 ans d'indépendance et les perspectives avec Sophonie Jed Koboudé. Il est économiste. Bien avant, c'est la période électorale, préélectorale avant les législatives du 8 janvier 2023. On donnera la parole à la jeunesse un peu comme nous le faisons depuis quelques semaines déjà. Et nous irons dans le département des collines avec la jeunesse des collines pour voir un peu quelles sont les activités qui se mènent et quelle est la sensibilisation en cours en ce moment pour des comportements citoyens en période électorale. Ce sera avec Faustin Arouko qui est le porte-parole du mouvement jeunesse de la mouvance présidentielle des collines. Et tout de suite avec Dr Flavien Devonou, il sera question de l'arbre. Le professeur, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de répondre présent à notre invitation. Avec vous, on parlera de l'arbre. Et avec vous, il y a un plateau à Kimé Ousseli. Bonjour. Christian Dandédian, mesdames, messieurs, bien bonjour. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour chers téléspectateurs. Planter les arbres, c'est bien capital à Siongon. C'est très capital parce que c'est ça qui donne de l'aération quand même aux régions ou bien aux villes dans lesquelles ces arbres sont plantés. Et je vous dis, à Cotonou, entre-temps, le boulevard qui quittait, ou qui quitte du moins d'Antokpa jusqu'au niveau de la Bourse du Travail était bordé d'arbres. Même au niveau de l'axe Sainte-Rita jusqu'à la hauteur de l'OCBN à l'époque, il y avait ça, mais... L'urbanisation a pris par là. L'urbanisation a pris par là, c'est vrai. La démographie, la modernisation des lotissements qui ont fait que, certains arbres ont disparu et avec le plan ou le programme de verdissement des villes, le gouvernement est en train de prévoir remettre en place toutes ces choses-là. Voilà. Je n'avais pas oublié votre présence en plateau, Hermane Agnamboussou. Si vous n'avez pas eu le bonjour, c'est parce que vous l'avez eu déjà en début d'émission avec la une des journaux. Oui, on parle d'arbres. Au Bénin, on sait qu'il y a une journée qui est réservée à la célébration des plants. Il s'agit du 1er juin, journée nationale de l'arbre. Aujourd'hui, on évoque cette question, ce sujet en milieu urbain. Qu'observez-vous dans nos grandes villes, notamment dans la ville de Cotonou, Hermane? Non, dans la ville de Cotonou, on observe une urbanisation sauvage. Et il faut le mot, je ne sais pas s'il y a plus fort que ça. On observe qu'il y a qui, à ce moment-là, décrit tantôt, l'aspect que présentait la ville de Cotonou dans les années 80 jusqu'en 90. Ce n'est plus le même aspect aujourd'hui. De sorte qu'aujourd'hui, on est obligé de planter des arbres, lesquels ne sont même pas encore bien entretenus. Dans certaines villes et tout. On travaille aujourd'hui à restaurer le couvert végétal. On travaille aujourd'hui à faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'oxygène à respirer. Parce que justement, il y a des rendez-vous. Le professeur tout à l'heure c'est docteur ou professeur, je sais. En tout cas, l'invité tout à l'heure va nous dire... oui, à cause des COP 21, des COP 23, des COP ici, on fait l'effort d'être en règle, d'être dans les normes pour pouvoir, alors même que la vie de l'être humain, la survie de l'être humain dépend de ces arbres-là. Qu'est-ce qu'on fait depuis plusieurs années pour maintenir ou pour sauvegarder ce rapport avec l'environnement et tout?
c'est trop de questions. Au point où aujourd'hui, on se demande si nous travaillons pour que la postérité puisse vraiment vivre et survivre, ou alors on fait en sorte qu'après nous, ce soit le déluge. Voilà. Akimé. Vous parlez du constat qui est fait, pas seulement à Cotonou, dans les grandes villes, et de plus en plus, on le constate dans les villes secondaires même, je dirais quoi, dans nos villages, si je puis ainsi m'exprimer. Je crois que c'est une question dont les responsabilités sont bien situées, où chacun doit prendre sa part de feu, à commencer déjà par nous-mêmes, qui participons également, je dirais, à présenter ce cliché dont on s'en plaint ce matin. Ce n'est pas tous les espaces qui sont occupés par le pouvoir public. Oui. Voilà. Nous avons construit nos maisons. Et en construisant, nous avons aussi participé à la destruction, je dirais, de ce couvert dont vous parlez ce matin. Et bien malheureusement, rien n'est fait individuellement pour restaurer et pour reconstituer ce que nous avons détruit. Quand vous construisez un R+4, quand vous construisez un R+2, ou bien une maison tout court, et qu'à l'occasion de la construction, vous avez eu à vous débarrasser des arbres qui étaient au niveau de cet espace, et que vous n'avez rien fait certainement, chemin faisant, pour les reconstituer. Donc, nous avons à prendre notre part de feu, en même temps que, on interroge la politique gouvernementale en matière, je dirais, de reboisement. Et donc, du coup, ce sont tous ces éléments-là qu'il faut mettre bout à bout pour que chacun puisse prendre conscience de sa part de responsabilité dans ce que nous dénonçons ce matin. Si chacun avait pris des années en arrière sa part de responsabilité, a compris ce qu'il a fait au niveau, donc, je dirais, de ce constat que nous faisons, c'est qu'on n'en fera plus. Et donc, la postérité dont parle Eman, c'est nous qui faisons la postérité. Et la postérité elle-même se fait, travaille déjà à s'assurer un couvert végétal plus intéressant. Donc, je crois que ce matin, Christian, d'accord, on va évoquer la question. D'accord, nous allons pointer un doigt accusateur sur les pouvoirs publics parce que le 1er juin, on en parle d'ailleurs, c'est d'ailleurs la référence que vous avez donnée tout à l'heure, 1er juin. Mais ce n'est même pas que le 1er juin, c'est pratiquement tout le mois de juin qui est dédié donc à l'arbre parce qu'on a compris qu'à un moment donné, la destruction a pris une allure très très exagérée. Il faut forcément dire stop. Malheureusement, le stop, on le dit depuis des années. On est allé jusqu'à tourner en dérision, je dirais, la formule de Bouniaï en son temps, 10 000 euros, exactement. Ça n'était pas que une initiative perso, c'est-à-dire une titre personnelle Bouniaï. C'est une invite, je dirais, à un prix de conscience collective. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je vais espérer qu'autant que nous sommes, nous travaillons chacun à son niveau à restituer ce qu'il y a à restituer. Et maintenant, au-delà, les arbres, on en parle. Qu'est-ce qu'il faut planter? Qu'est-ce qu'il ne faut pas planter? Je crois que c'est autant d'éléments qu'il faut forcément aborder. On abordera la question tout à l'heure à partir de vos constats. Vous êtes spécialiste en sauvegarde environnementale. Professeur, merci d'être là. Merci. Quel est votre constat, vous, qui parcourez d'abord le Bénin et l'Afrique tout entière? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, la question de reboisement est une question de survie de l'humanité. Je dis que c'est une question de survie parce que juste après l'eau, pour la survie de l'homme, c'est les arbres. Et je m'explique. Vous mangez tous les jours. C'est les plantes qui nous donnent ce dont nous avons besoin. Le pain, le riz, le manioc, l'arachide, le yam, tout ça, c'est des plantes. Les arbres qui sont là ne sont pas pour la forme. Dieu les a créés pour nous produire l'oxygène, lequel oxygène est un gaz indispensable pour la respiration. Mais au même moment, étant donné que nous sommes des êtres vivants, notre métabolisme fonctionne, nous polluons l'environnement en émettant du gaz carbonique. C'est naturel, à travers la respiration. Ce gaz carbonique étant nuisible à la santé, c'est les mêmes arbres qui les reprennent pour pouvoir, n'est-ce pas, à travers la photosynthèse, fabriquer des molécules organiques. L'arbre, tous les jours que nous avons autour de nous, participe au cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'avec les racines qui sont en profondeur, il est en mesure d'aller prendre de l'eau et de l'envoyer, n'est-ce pas, en altitude, pour pouvoir constituer les nuages, pour qu'il puisse pleuvoir. La preuve, un pays dans lequel vous avez beaucoup d'arbres, il pleut beaucoup. Et un pays dans lequel vous avez moins d'arbres, il ne pleut pas beaucoup. L'arbre lutte efficacement contre l'érosion à travers ses racines, qui fissent le sol, qui fissent le sable et empêchent sa mobilité. Nous sommes malades, mais nous prenons des médicaments. Avant la médecine moderne, il y avait la médecine traditionnelle. C'est les feuilles, c'est les écorces, c'est les racines. Merci. Et jusqu'à présent, Jusqu'à présent, merci beaucoup. Ça continue.
l'arbre est important pour la survie de l'humanité. Nous préparons tous les jours à manger. C'était avec du bois. Sinon que c'est toujours avec du bois de feu. La table sur laquelle nous sommes, c'est du bois qui a été utilisé. Le lit sur lequel vous avez dormi la nuit, c'est du bois qui a été utilisé. La maison, votre toiture, la charpente, c'est du bois qui a été utilisé. Donc, l'arbre est indispensable pour la survie de l'humanité. Malheureusement, il est menacé. Il est menacé, comme vous avez dit, par l'urbanisation sauvage, par le défrichement des sols pour faire la culture, par les feux de brousse, parce qu'on veut tuer un petit gibier, on se met à brûler des arbres. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à près de 2,2% de taux de déforestation au Bénin? Moi, je trouve que c'est trop. C'est près de 100 000 hectares qui s'en vont chaque année en fumée, alors qu'il est très difficile de reconstituer le couvert végétal. Donc, vraiment, nous devons faire un effort et parler beaucoup des arbres, parler de l'importance du reboisement, parler de la nécessité de l'arbre pour la survie de l'humanité. C'est très important. C'est important, voilà pourquoi on en parle d'ailleurs ce matin. Et la thématique du jour, puisque vous l'avez dit, il faut planter des arbres. Faut-il planter n'importe quel type d'arbre et à n'importe quel endroit? Voilà. C'est une très belle question parce que on ne faut pas planter pour planter. Vous allez faire le constat avec moi dans certaines localités. Dans Calavi, j'ai vu dans la Zopa, où on a planté des arbres. Et après, ces arbres-là, avec les focars, c'est les dérivations des troncs, avec les racines, ont soulevé les pavés. Et ça crée des problèmes. Ces pavés soulevés, il y a des portes d'entrée à l'eau. Et l'eau va détruire. Il y a des endroits même où j'ai vu où les arbres sont rentrés sous la chaussée et ont fendillé le goudron. Quand une fois que c'est fendillé, c'est scandaleux. Cela veut dire quoi? Qu'il faut une étude préalable pour savoir quel type d'arbre planter et où. C'est très important. J'ai vu à Abuja des rues vraiment bordées d'arbres, mais qui n'ont pas eu ce problème. Je reviens de l'Afrique de l'Est, j'ai vu beaucoup de rues bordées d'arbres, mais qui n'ont pas eu ce problème-là. Cela veut dire quoi? En amont, avant tout reboisement, nous devons étudier l'arbre pour savoir est-ce que cet arbre, en grandissant, il ne va pas gêner les ouvrages d'art qui sont à côté. Voilà un peu ce que je pense. Par rapport au reboisement, il faut faire ce qu'on appelle le reboisement intelligent. Il ne faut pas reboiser pour reboiser. Et aujourd'hui, tous les sols ne sont pas adaptés au même type d'arbres. Il y a des arbres qui ne supportent pas certains milieux et d'autres arbres supportent d'autres milieux. Donc il faut faire une bonne étude avant de savoir comment faire le reboisement. Oui. Alors chez nous au Bénin, avec les campagnes de reboisement que nous avons, vous qui êtes un enseignant d'université, un chercheur, quel est le constat que vous avez fait? Est-ce qu'on fait ces études préalables avant de planter les arbres? En milieu urbain surtout. Voilà, c'est un triste constat. Je me suis rendu compte que ces études ne sont pas faites. Très souvent, nous n'associons pas les spécialistes à la chose. Vous savez, c'est dommage. C'est dommage. Et on a tout le temps reboisé. Il y a eu des slogans, 100 millions de Béninois, 100 millions d'arbres, ou bien 10 millions de Béninois, 10 millions, excusez-moi, 10 millions de Béninois, 10 millions d'arbres, etc. On trouve des espaces, on reboise abondamment, mais est-ce qu'on fait le suivi? Non, on ne fait pas le suivi. Mais ces espaces qu'on a reboisés là, est-ce que c'est des espaces qui sont adaptés à ces milieux-là? Il faudrait vraiment un travail intelligent, un travail de reboisement, n'est-ce pas, durable, qui pourra permettre vraiment de reconstituer le couvert. Comme je l'ai dit, une fois que le couvert est parti, les arbres sont partis, l'homme ne pourra plus vivre parce que notre environnement sera pollué, parce que nous n'allons plus avoir de l'eau. Est-ce que vous voyez, nous n'allons plus avoir les services écosystémiques que les arbres nous rendent. Donc vraiment, il faudrait qu'on fasse un effort pour pouvoir améliorer ce qui se faisait jusqu'à présent. Franchement, j'ai aimé ce qui s'est fait ces dernières années où, à l'issue de l'asphaltage, ils ont reboisé, on a reboisé, mais ces reboisements-là, quand vous constatez, au lieu qu'on mette en place des plantules, c'est des arbres qui ont au moins 1 mètre de hauteur. Actuellement, vous allez voir que tout est recouvert et tous les arbres mis en terre ont porté. Ils n'ont pas mis en terre ou abandonné, ils ont mis des cages autour. C'est la protection de l'arbre. C'est comme ça que nous devons faire. Mais ceci qui a été fait dans les rues ne peut pas se faire dans nos maisons. Nous sommes responsables de nos maisons. Cela veut dire quoi? Que nous devons continuer ce que l'État a commencé et chacun de nous doit pouvoir reboiser là où il habite. Ne serait-ce que par des bougainvilliers, par des lauriers, par des...
des avocatiers, c'est une façon de parler. Donc nous devons rendre vers nos maisons, tout en sachant que ces arbres que nous mettons en terre à la maison vont nous procurer l'ombrage, donc diminuer la température, vont purifier notre environnement immédiat, vont nous fournir l'oxygène nécessaire, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre. Et lorsque nous faisons un peu le reboisement intelligent dont je parle, c'est qu'il ne faut pas planter par exemple un teck à la maison, ça ne t'apporte rien. Je préfère planter un cocotier, je préfère planter un manguier, je préfère planter un avocatier. Je sais que ça va me donner des fruits que je vais utiliser. Et aujourd'hui, nous avons 117 communes. Si nous faisons un peu le calcul, ne serait-ce que planter, reboiser 10 hectares chaque année par commune, ça fait 77 fois 10, ça fait 770 hectares reboisés. C'est important pour chaque année. Et je dis souvent, il ne faut pas reboiser pour reboiser. Moi, je prône aujourd'hui à travers les ONG le reboisement intelligent, qui consiste à planter, n'est-ce pas, des arbres qui nous seront utiles aujourd'hui et qui seront utiles aux générations à venir. Vous savez très bien que le Garcinia Cola, le Yahweh, se vend à 100 francs l'unité. Mais c'est un trésor. Et c'est très prisé. C'est très prisé, très reconnu en Afrique de l'Ouest. On l'utilise dans les cérémonies, on le consomme tous les jours. Cela veut dire que si j'ai un arbre de Garcinia Cola qui me produit ne serait-ce que 1000 Yahweh par an, je calcule 100 francs fois 1000, c'est énorme. Ou un pauvre retraité, ou bien quelqu'un qui n'a pas de l'emploi, etc. Je ne suis pas pauvre retraité. Hein. Bref, donc ça vous dit quoi? Il y a des arbres que nous devons reboiser pour pouvoir, n'est-ce pas, en tirer profit. Il y a le Cola nitida, Glo, Banja, que tout le monde connaît. Voilà un arbre qui est très recherché, qu'on utilise tous les jours et qui est prisé. Aujourd'hui, voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est le cola, n'est-ce pas, cola nikida, qu'on appelle en fond glo, qu'on appelle aussi banja. Donc on l'utilise dans les cérémonies tous les jours. On dit quoi, goro ou bien goro? Oui, il va nous dire. C'est très utilisé. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le fait de consommer du sucre tout le temps nous rend malade? Ça nous rend malade. Mais avant que le blanc n'apporte du sucre, nos parents, nos arrière-parents consommaient un fruit, une baie. Et quand vous consommez cette baie-là, tout ce que vous mangez après est sucré. C'est à cicerée. Voilà. Donc, non, cicerée, c'est pas cicerée, c'est cicerée. Son nom scientifique, c'est le Syncephalum dulcificum. C'est une baie. Vous prenez, moi je me rappelle ma grand-mère, quand j'allais en vacances chez elle à Covey, le matin, on prend 2 ou 3 baies de ce fruit-là, et toute la journée, la bouillie que nous prenons est sucrée. C'est naturellement. Moi, je dis, je recherche cette plante-là aujourd'hui à planter, parce que ça va substituer le sucre. Vous voyez, nous avons tout à notre portée, malheureusement. Nous les avons détruits. Voilà. Oui, allez-y, Assiono. Avec l'incivisme des populations, vous parliez des arbres ou des fruitiers qu'on peut utiliser. Est-ce que les populations ne vont pas s'acharner sur ces arbres-là en pleine rue, en plein boulevard? Alors, on connaît les exactement. C'est là. J'ai été victime de ça une fois. Je me rappelle avoir un manguier sur mon portail. Et à la nuit, les gens viennent marauder, ils viennent cueillir. Alors que les mangues ne sont pas encore mûres. Je me rappelle un ami à un cocotier, mais la nuit, les gens prennent les sacs de jute, montent sur le cocotier et volent les cocotiers. Je dis, les arbres fruitiers, il faut les mettre à la maison, pour éviter, pour empêcher l'incivisme dont vous parlez. Ces arbres fruitiers doivent être internes à la maison. Maintenant, les arbres tels que les arbres simples, les mélinas ou bien autres arbres qui donnent de l'ombrage, on les met au portail. Parce que quand vous allez mettre des manguiers au portail, l'écolier va quitter l'école avec une pierre. Vous ne pas jeter la pierre sur l'arbre et la pierre va atterrir dans votre maison. Vous avez tort d'avoir planté manguier au portail? Je crois que non. Donc nous devons réfléchir un peu pour savoir où planter les arbres, comment planter les arbres et quel espace planter. Oui. Par là justement de planter les arbres, monsieur l'invité, oui, il faut planter les fruitiers dont vous faites écho ce matin. Seulement que de plus en plus, je ne sais pas si c'est par mes connaissances, on a l'impression que selon le type de construction, il y a un type d'arbre qu'il faut planter parce que parfois les racines ont peut-être des répercussions sur la fondation, sur le bâtiment. Quel conseil vous donnez aux personnes qui ont envie de travailler dans ce sens-là? Alors, vous voyez, en termes de développement racinaire des arbres,
vous avez des arbres qui ont des racines qui évoluent de façon verticale. Exactement. D'accord, pour aller en profondeur. Et au même moment, vous avez des arbres qui ont des racines latérales. Oui. Il faut éviter de mettre à proximité des bâtiments des arbres qui ont des racines à développement latéral. Vous allez voir des endroits où s'il y a des clôtures, il y a des nimes à côté, les murs se fendillent. Un peu comme le collatier. Très bien, un peu comme le collatier, même chose. C'est ces arbres qui n'envoient pas les racines en profondeur, mais des racines sont latérales pour pouvoir équilibrer, n'est-ce pas, l'arbre. Donc il faut, c'est là que je dis qu'on fasse appel aux aménagistes. Voilà. Les aménagistes, c'est leur rôle de dire, bon, telle espèce d'arbre peut, n'est-ce pas, convenir à tel endroit, à tel environnement. Il y a des arbres que moi j'ai vus qui sont appropriés, par exemple, au milieu hydromorphe. Et quand vous les plantez, ces arbres absorbent beaucoup d'eau. Vous voyez, c'est le cas des eucalyptus. Les eucalyptus, vous allez les avoir beaucoup dans les milieux hydromorphes, les milieux où il y a beaucoup d'eau, et leur rôle, c'est de pomper. Cela veut dire quoi? Que si dans un sol, un endroit, un milieu où les gens n'ont pas beaucoup d'eau, et vous plantez les eucalyptus, c'est que vous les privez d'eau. Parce que ces eucalyptus vont encore vider la nappe. Si la nappe phréatique affleure le sol, les eucalyptus vont vider la nappe. Voilà un peu des petits calculs que nous devons faire en matière de reboisement. D'accord, oui, allez-y. Oui, tout ce qui est dit, je pense que c'est dans le cadre de ce que nous voulons ce matin. Mais ça pose également le problème du rapport que le Béninois a avec l'arbre. Vous avez des gens qui ont des maisons, mais qui construisent sur les bords de la maison. C'est-à-dire, quand vous entrez dans la maison, c'est juste un couloir ou une allée qui vous mène droit à la chambre. Et tout le reste, c'est que tout est occupé. De sorte même que pour garer une voiture, c'est difficile. Je ne sais pas si il y a une politique dans ce sens pour obliger les propriétaires de maisons à dire, ceux qui l'ont déjà fait, on ne peut plus demander de casser leur maison aujourd'hui, mais ceux en devenir, de leur dire attention, désormais quand vous voulez construire une maison, prévoyez des trucs. Et donc c'est là que je dirais que les aménagistes seront sollicités. Absolument. Pour qu'on fasse en sorte que dans chaque maison, au moins qu'il y ait un arbre fruitier. Parce que, mais si on ne le fait pas, c'est mauvais. Je pense que c'est ce que j'ai à ajouter. En fait, moi, je voudrais ajouter que les Béninois doivent surtout prendre conscience, surtout ceux qui vivent à Cotonou, parce que vous voyez, Cotonou est entouré d'eau. L'océan Atlantique, le lac Nokoué, et pourtant il continue de faire chaud. Ça veut dire que parce qu'il y a absence d'arbres comme on l'avait avant l'urbanisation sauvage dont parlait Herman, on ne sentait pas cette chaleur-là. Mais aujourd'hui, le constat, c'est qu'il fait chaud malgré du moins qu'on soit entouré d'eau. Des bas-fonds par-ci, des bas-fonds par-là. Et il faut qu'il y ait une prise de conscience de chaque citoyen pour qu'on en arrive à accompagner le gouvernement dans son programme de verdissement de la ville de Cotonou qui, je crois, ma foi, est entamé surtout avec le boulevard de la Marina. On voit ce que la verdure présente comme esthétique à ce niveau-là. Et il le faut aussi pour nos grands axes. Vous voyez, de l'échangeur de Godomain jusqu'au niveau de l'étoile rouge, il n'y a aucun type d'arbre. Aucun type d'arbre. Et ce qui est souvent mis en tête, soit c'est les populations elles-mêmes qui se lèvent la nuit et qui détruisent tout, ou c'est des bêtes en divagation qui viennent s'alimenter à ce niveau-là quand c'est pas encadré par des... D'accord. Merci. Oui, un dernier mot sur cet aspect de la chose. Oui. Un dernier mot. D'abord, je vous remercie pour avoir à cœur, n'est-ce pas, l'importance de l'arbre pour la survie de l'humanité. Je voudrais que chacun de nous comprenne que l'État ne peut pas venir reboiser dans nos maisons. L'État est en train de faire ce qu'il doit faire, reboiser les rues, les boulevards, etc. Et c'est à nous de prendre le relais pour pouvoir continuer le reboisement à la maison. Et quand on dit reboisement, ce n'est pas nécessairement des grands arbres. Ça peut être des arbustes, ça peut être, n'est-ce pas, les plantes ornementales, voilà, c'est très important. Même le gazon
Quand vous le plantez à la maison, ça vous donne l'oxygène, ça purifie, n'est-ce pas, l'environnement. Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons prendre conscience de cela et aller dans ce sens et travailler tous les jours pour pouvoir, n'est-ce pas, rendre vert notre cadre de vie. Merci beaucoup. Merci. Professeur Flavien Devons-nous, vous allez partir tout à l'heure, mais on ira dans votre cadre de travail, notamment à l'université d'Abomey-Calavi, pour aborder ce sujet en pêle-mêle et ce rapidement avec les débatteurs en plateau. Il s'agit d'un acteur politique qui ne s'est pas totalement contenté de la politique, mais qui continue dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation. Et c'est le journal Fraternité qui le révèle ce matin avec ce gros titre: Résultat CAMES 2022 à la suite de Joseph Djogbenou. Eh bien, Badirou Aguemon fait la fierté de la classe politique. Il devient professeur titulaire en santé publique. Herman Parfait, à Niamboussou, un parcours de grand pour cet acteur politique. Oui, comment ne pas être fier de Badirou Aguemon, qui est professeur titulaire en santé publique, lui qui, malgré tout ce qui l'occupe en politique, essaie quand même de montrer la voie à la jeunesse, de nous montrer qu'on a beau être acteur politique, mais on peut toujours essayer de remplir, de donner corps à ses ambitions. Je pense que lui, il vient s'ajouter un peu à la classe des Castel-Barthélemy, par exemple, qui lui aussi, quoique étant acteur politique, a réussi quand même à avoir également ce titre. Donc, les autres, on n'en parle pas, parce que eux, ils ont déjà été professeurs avant de faire leur entrée au Parlement. Ceux-là aussi, je pense qu'ils ont montré la voie. C'est une bonne chose. Badirou Aguemon, élu de la 15e section électorale, membre de l'Union progressiste, lui qui a été président du COS-LEPI, je crois, et qui également a été membre de la Haute Cour de justice aussi. Je pense que c'est un exemple à suivre. Ça montre également la voie à tous ceux qui sont au Parlement et qui pensent que la politique, rien que la politique, alors qu'après la politique, il y a une vie. Justement. Assimo Kanya. Oui, il faut dire que c'est une fierté pour le Bénin que d'avoir un politicien, médecin, politicien, qui continue de faire des recherches, qui continue d'approfondir ses connaissances, et avec ce titre qu'il vient d'obtenir, c'est la preuve qu'il ne dort pas, il ne fait pas que la politique, il essaie de se cultiver, et il doit être un exemple pour la jeunesse béninoise qui doit se dire: où que je sois, quoi que je suis, je dois continuer de poursuivre mes recherches, et c'est une très bonne chose que de savoir qu'il est devenu professeur titulaire oui. En médecine, en santé publique. En santé publique, un acteur politique, un enseignant de nos universités qui se retrouve, disons, au Parlement, puisqu'il est député à l'Assemblée nationale, il est élu dans la 15e circonscription électorale. Avoir donc les têtes pensantes comme ça à l'Assemblée nationale, je dirais, puisque là-bas on vote des lois pour le compte de toute la nation. Et en santé publique, avoir un expert dans ce domaine, c'est toujours bien. Oui, c'est toujours bien. Et moi, je dis félicitations au professeur pour sa percée. N'importe qui n'atteint pas le grade de général de l'armée de Craie. Mais lui, il l'a fait. L'armée de Craie. Nous sommes des soldats de l'armée de Craie. Voilà, il a atteint le plus haut sommet de l'armée de Craie. C'est le professeur titulaire, Aguemon, Badirou. Je lui dis félicitations. C'est un exemple comme quoi on peut concilier la politique, la recherche et le développement. Maintenant, il faudrait que tout ce qu'il a comme background, qu'il mette au service du développement, au service de la nation. C'est là que nous allons tirer profit de lui. Justement. Merci. Allez, grade d'officier, Hakimé Seydou Ouseni, au niveau du CAMES. Non, c'est notre invité qui a trouvé la meilleure formule. Et parce qu'étant du corps, il sait un peu toutes les péripéties que comporte, je dirais, la présence dans cette armée, bien entendu. Il y a des grades, et il faut les gravir. Et je crois que c'est ce que le professeur titulaire Badirou Aguemon a réussi à faire. Il a refusé d'être minimaliste, pas parce que les autres ont envie d'être minimalistes, mais alors parce que le chemin il est long. N'est pas professeur titulaire qui veut, exactement, n'est pas professeur titulaire qui veut, mais c'est véritablement après des années de sacrifice.
de recherche, de publication, de travail acharné qu'on arrive, je dirais, à décrocher ce Graal. Et quand on est politique, c'est qu'on se surprend de savoir qu'il y a encore des gens de cette envergure qui ont le temps de s'accrocher à leurs études et à la recherche. Parce que, eh bien, je crois que professeur titulaire en santé publique, quand vous allez interroger ceux peut-être qui ont précédé, vous diront que c'est pas de la mer à boire. Et donc, du coup, à quel moment Badirou arrive à trouver, je dirais, le temps nécessaire pour se consacrer à ses recherches, alors même qu'il est dans des circonscriptions qui n'est pas facile. À l'écoute de ces mandats, de la 15e circonscription électorale. Et fait la place à sa petite famille, écouter la famille la plus grande, et ainsi de suite, régler, je dirais, les problèmes de tel autre, rentrer par-ci. Non, je crois que c'est formidable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut reconnaître à Badirou Aguemon ce travail qui a été fait. Et on a rappelé un peu son parcours député à l'Assemblée nationale, pas pour la première fois, Christian Dandédian, parce qu'il a été, en 2015, exactement, parce qu'il a été déjà par le passé président du COSLEPI, et pour aller au COSLEPI, il a été désigné, et puis on se rappelle Christian en son temps, parce qu'il a eu la chance de travailler aux côtés de ces messieurs lorsqu'il était président du COSLEPI, c'est avec sourire, avec maestria qu'il a dirigé donc la structure, bien évidemment, et donc quand vous avez des gens de cet acabit, c'est que parfois on ne se surprend pas, je dirais, de leur performance intellectuelle. C'est le cas aujourd'hui. Je crois que tout le mal qu'on peut souhaiter à Badirou Aguemon, c'est de véritablement faire comme l'a souhaité tout à l'heure notre invité, de mettre à disposition, je dirais, des populations, de son environnement scientifique, les recherches de ce qu'il a fait, bien entendu, pour que véritablement on puisse en être bénéficiaire. Une chose est d'être professeur titulaire, d'accord. L'autre chose est de faire profiter aux populations les fruits de ces recherches-là. Les professeurs titulaires en santé publique, et quand on parle de santé, ça fait vraiment très circonspect. Et donc, du coup, je crois qu'il a fallu véritablement batailler dur pour en arriver là. Félicitations, professeur Badirou Aguemon. Bon vent à lui. Et bien entendu, souhaiter que d'autres politiques qui sont aussi dans le domaine de l'armée de la craie, comme l'a dit tout à l'heure notre invité, puissent aussi trouver le temps nécessaire, la sagacité nécessaire pour atteindre ce niveau. C'est très intéressant. Et je crois qu'il a mis là-bas un niveau où il faut véritablement travailler pour y arriver. Et donc, du coup, félicitations à Badirou, bon vent. Et c'est non seulement l'Union progressiste voilà, justement, j'allais rebondir là-dessus. Une grosse pierre pour c'est ça, exactement, c'est sa famille biologique, mais c'est maintenant tout le monde, tous ceux et celles qui auront besoin de lui dans ce domaine, dans le domaine de la santé publique. Voilà. Merci beaucoup, chers messieurs. Merci bien. Très bonne journée à vous. Et surtout à vous, professeur Flavien Devonou. Je rappelle que vous êtes spécialiste en sauvegarde environnementale. Merci beaucoup à Sion Kani, à Sion Bon, Herman Aliamboussou et Akime Sedou. Nous allons poursuivre encore 2 plateaux de l'invité à recevoir. On va parler donc politique avec la jeunesse qui, en tout cas, prend sa part de feu dans cet environnement. La jeunesse des collines, notamment pour des comportements citoyens. Il y a le mouvement jeunesse de la mouvance présidentielle dans le département des collines qui travaille à cela. Faustin Arouko sera avec nous dans un instant. Et puis, dans la dernière partie, on parlera économie béninoise, 62 ans d'indépendance. Quelles sont les perspectives d'avenir? Sophonie Jed Koboulé, économiste, il sera en plateau pour environ 15 minutes, nous apporter quelques éléments d'appréciation. La pub. Votre nouvelle série Canal Plus originale. Je t'aime très fort. Je t'aime aussi. Lorsque son mari disparaît, Vous n'allez rien faire, c'est ça? Non. Abby devra percer le mystère La famille tient une résidence hôtelière pas loin. d'un clan rongé par le secret. Vous auriez une chambre de libre ici pour moi? Lâche-moi maintenant, j'ai dit. Arrête avec ton cinéma! Jamais! Vous ne serez pas déçus par votre séjour parmi nous. Votre nouveau feuilleton quotidien. Le futur est à
Bientôt et exclusivement sur Canal Plus Pop. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. « 8h passées de 22 minutes, l'espace politique sur Actu Matin ce jeudi et nous sommes avec vous. Faustin Aroko, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Vous êtes le porte-parole du mouvement jeunesse de la mouvance présidentielle dans le département des Collines. On le sait, nous sommes à 5 mois des élections législatives. C'est donc la haute saison politique en République du Bénin et différents acteurs se mobilisent pour emmener notre pays à passer dans la paix le cap de ces élections législatives à venir. C'est ce que vous faites au niveau du mouvement jeunesse de la mouvance présidentielle dans le département des Collines. Faustin Aroko, dites-nous, parlez-nous très rapidement de votre mouvement. Merci beaucoup, monsieur Christian. Je tiens d'abord à remercier toute la jeunesse béninoise et en particulier la jeunesse des Collines qui, chaque jour que Dieu fait, ne cesse pas de travailler dans le sens de la paix. Aujourd'hui, nous ne sommes pas restés sans savoir que pendant les élections législatives de 2019 et les élections présidentielles de 2021 dans les Collines, la paix a été totalement menacée. Sans oublier les communales de 2020 aussi. Voilà. La jeunesse de cette localité n'a pas voulu rester bras croisés. Il a urgé de s'associer, de se mettre ensemble pour créer un mouvement. Nous avons créé un mouvement dénommé Jeunesse de la mouvance présidentielle des Collines, qui est un mouvement ici des différents partis politiques de la mouvance de toutes les communes de ce département. Alors, nous avons défini des objectifs. Oui, lesquels? Dans un premier temps, c'est notre manière de sensibiliser nos populations, femmes et filles, pour un retour définitif de la paix dans les collines. C'est aussi faciliter le dialogue entre les filles et fils de ce département et demander surtout à notre jeunesse que nous constituons de laisser tomber, de faire table rase de tout ce qui se passe. Et qu'aujourd'hui, après tout, notre avenir en dépend. Alors, dans cette localité, on n'a pas voulu rester simplement au niveau des zones de turbulence telles que Savé, Banté. Nous avons décidé de lancer une tournée nationale. Cette tournée a été lancée à Banté le 9 juillet passé, en présence de plusieurs autorités, le préfet, le maire, les cadres, les rois, les têtes couronnées. Donc vous avez réuni tout le monde autour de vous. Tous les acteurs prenants. Je peux parler spécifiquement les jeunes qui se sont donnés à cette activité. On a voulu échanger avec eux, les dire qu'après tout, nous sommes jeunes. Et que si nous demandent aujourd'hui d'avancer, d'évoluer, c'est pour qu'on puisse aussi bénéficier des avantages, des atouts de ce régime qui est au pouvoir actuellement. Alors, nous sommes mieux placés en tant que jeunes d'aborder nos frères qui se sont donnés à cette activité-là. Il n'est pas question aujourd'hui de dire qui a raison, qui n'a pas raison. Il est question maintenant de qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la jeunesse de Banté, des Collines, puisse gagner dans cette affaire-là.
puisque après tout, c'est notre avenir qui en dépend. Donc, après ça, nous avons lancé encore la deuxième étape de la tournée, c'est à 120, et en présence de notre président, la deuxième institution de la République, le président Diogbenou, qui a sollicité qu'on aborde des concertations avec les cadres, avec les autorités, les ministres, les députés, les rois, pour qu'on puisse ensemble voir comment nous allons parler à nos gens, à nos populations, pour qu'on puisse éviter ou bien oublier complètement les incidents des élections passées. Voilà un peu en quelque sorte. Alors justement, vous êtes en train de faire une tournée depuis le 9 juillet dernier. Vous êtes en train de parcourir les communes qui composent le département des Collines. Quand vous allez au contact de cette jeunesse, de ces femmes ou de ces populations, quel est le message qu'ils vous transmettent après vos propos que vous tenez? Le message est clair. Nous ne sommes pas là juste pour mettre encore le couteau dans la plaie. On voulait dire à cette jeunesse-là qu'aujourd'hui, il est question de faire la politique autrement. Ce n'est pas parce que hier, on était dans la bonne grâce, on avait tous les avantages, tous les atouts qu'il faut, qu'aujourd'hui, on n'a pas le devoir de soutenir celui qui est là. Et que la lutte pour le développement individuel n'est pas une question d'identité. Jeunes que nous sommes, on doit soutenir, on doit accompagner. Lorsque tu te dis, je ne suis pas pour, et tu n'as pas fait des propositions, ce n'est pas une bonne chose. Étant jeune que nous sommes, ceux qui travaillent dans l'administration, ceux qui sont à la maison, les commerçants, les paysans, tout le monde encaisse aujourd'hui. Bon, parce qu'on a choisi volontairement de rester à l'écart. Mais quand nous regardons un peu dans les autres départements, les jeunes de notre âge, les gens avec qui on a étudié, les gens avec qui on a commencé les fonctions, ils sont à un pas plus que nous. On doit regretter cela, qu'aujourd'hui la jeunesse, on ne doit pas croiser les bras. Il faut se battre, il faut travailler, il faut soutenir ce régime du président Patrice Talon. Il n'y a pas mieux ailleurs. Aujourd'hui, quand nous voulons un développement, il faut contribuer d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas faire le développement de notre département, de notre commune, sans l'apport de nous-mêmes. Puisque le développement, c'est d'abord soi. Lorsque tu acceptes d'accompagner, ça veut dire que les autres aussi vont accompagner. Nous voulons leur dire en réalité que pour faire le développement, pour évoluer, ce n'est pas par les âmes. Si nous décidons de cesser tout ça, vous allez voir que le président Talon aussi aura son œil, son regard vers le déplacement des collines. Même si aujourd'hui, on avait un temps perdu ce pouvoir parce que, bon, les collines en général avaient bénéficié de certains atouts, aujourd'hui, il n'est pas question de regarder encore par le passé. Et que le président même se construit dès maintenant et le futur pour le gagner aussi, il faut travailler dès maintenant. Alors, voilà le message clair que nous passons à nos frères. Est-ce que vous repartez satisfait? Est-ce que vous pensez que ceux-là, vos interlocuteurs, ont l'oreille qu'il faut pour bien vous sûr, entendre et bien comprendre sûr. votre démarche? Monsieur Christian, oui. Vous savez, ceux qui se sont donnés à cette activité, c'est avec eux aujourd'hui que nous échangeons rapidement parce que ça s'est passé comme ça, on se présente des excuses. Et pas plus que la semaine dernière, on a été dans les collines par rapport à l'organisation des fêtes du 1er août. On les a associés, on les a impliqués, chacun à son niveau sensibilisé. La question aujourd'hui, c'est la campagne de proximité. Lorsque chacun arrive à parler dans sa famille, à ses parents, je pense que ça s'amplifie de jour en jour. Je demande surtout à les acteurs politiques jeunes comme moi de ne pas surtout se décourager. Lorsque tu insistes, lorsque tu forces, lorsque tu parles sans jamais cesser et les gens croient déjà que ce que tu dis est vrai, à la fin ils vont te croire. Je pense que le travail là c'est un travail de nous tous, vieux, jeunes, ceux qui travaillent surtout dans la mouvance. On doit aussi désormais revoir aussi notre manière, notre stratégie de communiquer avec les gens. C'est pas parce que nous sommes du régime au pouvoir qu'il faut influencer, qu'il faut dire que bon c'est nécessairement qu'il faut chercher les arguments, les mots justes pour leur expliquer qu'il y a les actions concrètes aujourd'hui qui se font à Cotonou et que lorsque quelqu'un vient à Cotonou, il y a le contact qui est direct par rapport aux monuments, par rapport aux voies, par rapport aux actions, les industries, les sociétés que le président Talon aujourd'hui ne cesse pas de mener comme action dans le pays. Donc je pense que tout le monde a changé d'avis, ils sont prêts à nous accompagner et vous allez voir pour les élections législatives prochaines, vous allez voir l'implication de tout le monde dans la paix surtout. Voilà. Alors vous avez parlé des législatives, c'est dans pratiquement 5 mois, c'est dans la mémoire de tous, la mémoire collective. Vous êtes un jeune acteur politique, vous êtes membre de l'Union progressiste, je pense bien. Alors, de la majorité présidentielle, quand on parle des collines, ce n'est pas que la majorité présidentielle, il y a également les forces politiques de l'opposition,
Comment se fait la cohabitation entre les différentes forces politiques en présence en ce moment et à quelques mois de ces élections? Vous savez, et moi, c'est mon avis personnel. Oui. Quand tu prends les collines, c'est un département un peu particulier. Il y a les Nagos, il y a les Maris. Alors, quand on se retrouve un peu dans les mouvements politiques, à travers nos échanges, le premier adversaire pour l'Union progressive, par exemple, c'est les gens du BR. Alors, malgré que nous soutenons le même régime, c'est comment faire pour que chacun puisse avoir du monde derrière son parti. C'est ça la question principale. En dehors de ces deux partis de la mouvance, il y a les démocrates, la FCBE aujourd'hui aussi, qui ne cesse pas d'occuper le terrain. Alors, tel que nous souhaitons, c'est de travailler dans la paix. On essaie de... Vous rencontrez? On s'échange, Mais la question, c'est quoi? Il faut leur dire qu'en réalité, c'est la majorité qui devrait primer au-delà de tout. Même si vous n'êtes pas d'accord, il faut essayer de nous comprendre aussi. C'est l'intérêt qui guide aujourd'hui le département, la commune. Et si nous ne collaborons pas, on ne peut pas partager aussi les informations. Parce que ce soit tu es dans BR, tu es dans IP, tu es dans Mouel Bénin, tu es dans Démocrate, tu as besoin de nos échanges, de nos discussions pour que vous puissiez aussi prendre les dispositions qu'il faut. Donc je pense qu'on collabore mieux avec les démocrates, les FCBE, les partis opposants. Donc tout se passe normalement bien. Il n'y a pas d'adversité. Il n'y a pas d'adversité parce que, bon, on a choisi les mots pour les parler, pour collaborer avec eux, pour qu'on puisse évoluer dans le temps. Voilà un peu ce qu'il faut dire. D'accord. Quelles sont les perspectives, ce que vous pensez faire, vous, mouvement jeunesse de la mouvance présidentielle, d'ici le 8 janvier prochain? Bon, sur cette question, je pense qu'on a une feuille de route. Et dans notre agenda, même si c'est un peu court, on a voulu circuler tel qu'on est en train de faire les tournées. Ce n'est pas faire mobilisation du grand nombre qui est important, mais campagne de proximité, toucher les acteurs politiques, les sociétés civiles, les rois, les têtes couronnées, pour leur dire que ça vient encore, les élections législatives 2023. Comment nous allons faire pour qu'on puisse éviter le pays? Le pays, c'est quoi? Lorsque on a décidé, on a voulu compromettre un peu les trucs, puisque Dieu, le président Talon, nous a donné la chance de nommer un fils de cette localité comme préfet des collines. Dans son cahier de charge, c'est comment faire pour un retour définitif de la paix. Notre rôle en tant que jeunes, c'est de l'accompagner, de le soutenir, de l'amener aussi à pouvoir atteindre ses objectifs. Là, on a voulu aussi l'accompagner dans ce sens-là. On va échanger mieux avec nos frères. On va beaucoup parler avec l'association des femmes, les têtes couronnées, les vieux, pour qu'on puisse se comprendre et écouter surtout ce que tu détestes. Cette fois-ci, il faut qu'on évite, qu'on transforme la jeunesse des collines comme une jeunesse pagailleuse. Ce n'est pas du tout bon. Nous voulons aussi prendre des décisions. On a aussi l'âge de pouvoir prendre certaines décisions et c'est le moment pour qu'on puisse revoir notre manière, pour qu'on puisse évoluer. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Faustin Roucault. Vous êtes porte-parole du mouvement jeunesse de la mouvance présidentielle des collines. En tout cas, du courage à toute votre équipe pour ce travail de sensibilisation que vous faites en ce moment dans le département des collines, au profit également de toutes les communautés béninoises pour qu'on puisse traverser ce moment électoral dans la paix et dans la joie totale. En tout cas, bon retour chez vous. Merci beaucoup. Bonne journée. On va parler maintenant de 62 ans d'anniversaire de l'indépendance du Bénin. Comme je le disais en ouverture, nous sommes toujours dans la fièvre de l'ambiance qui a prévalu le 1er août dernier. Et sur un tout autre plan, on parlera économie avec Sophonie Jed Koboudé. Il est économiste, il est de plus directeur général du think tank l'Afrique des idées. Avec lui, il sera question ce matin du bilan des 62 ans d'indépendance et de ce qu'il voit du Bénin d'ici quelques années. Le Bénin de demain, tout de suite, c'est économie. En août, seulement sur les chaînes Canal+. Venus Williams, la meilleure joueuse de tous les temps. Une famille solide, c'est une entreprise solide. La scène est à vous, mademoiselle Franklin. N'essayez pas de me caresser ou je vous saute à la gorge. Il y a de la place pour les chats et pour les souris. Vous pouvez conquérir le monde. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. Et quand vous en demandez plus, nous vous en donnons encore plus. Réabonnez-vous à la formule supérieure et profitez de l'offre encore supérieure pendant 30 jours. Vivez
Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre nouvelle série Canal Plus originale. Je t'aime très fort. Je t'aime aussi. Lorsque son mari disparaît, Vous n'allez rien faire, c'est ça? Non. Abby devra percer le mystère La famille tient à une résidence hôtelière pas loin. d'un clan rongé par le secret. Vous auriez une chambre de libre ici pour moi? Lâche-moi maintenant, j'ai dit. Arrête avec ton cinéma. Jamais. Vous ne serez pas déçus par votre séjour parmi nous. Votre nouveau feuilleton quotidien. Le futur est à nous. Bientôt et exclusivement sur Canal Plus Pop. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live, 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, le plateau de l'invité, le troisième ce matin, Sophonie Jed Koboudé. Bonjour. Bonjour cher ami. Bienvenue, vous êtes économiste, directeur général du think tank l'Afrique des idées. Très rapidement, parle-nous de votre structure. Alors effectivement, le think tank l'Afrique des idées, c'est un cercle de réflexion indépendant panafricain qui regroupe un peu plus d'une centaine de personnes, de jeunes femmes et de jeunes hommes africains ou amis de l'Afrique pour produire de la pensée. Produire de la pensée sur des sujets politiques, économiques, culturels, liés à l'Afrique. Donc on a créé cette structure depuis 2011 et on a déjà fait plus de 2600 publications sur notre site. Notre site c'est l'afriquedesidées.org et puis les publications sont totalement consultables de façon gratuite. C'est ça. Alors depuis 2011 que cette structure existe, vous avez un regard sur le Bénin particulièrement ? Tout à fait. On passe beaucoup de temps à travailler sur l'Afrique en général, mais aussi sur le Bénin. D'ailleurs, il y a 3 jours, j'ai eu le grand honneur de remettre une note de l'Afrique des idées au ministre d'État, le ministre de l'économie et des finances, son excellence Robert Wanahi, où on a essayé de faire 6 propositions pour accroître l'attractivité économique du Bénin. Oui, quelles sont ces propositions ? Alors, je vais quand même aller. Une des propositions phares, par exemple, c'est la simplification des processus. Alors, il y a quelque chose que le gouvernement a engagé, qui est absolument remarquable, qui est au fond, on a vu la nouvelle passer, le Bénin est devenu le premier pays où il est le plus rapide de créer des entreprises. Oui. Parce que le processus a été totalement digitalisé, totalement simplifié. Et bien, ce travail de simplification, on doit aller plus loin et plus fort dans ce travail-là, parce qu'au fond, il faut une forme de fluidité dans les process administratifs. Ça, c'est absolument... un investisseur étranger, quand il va aller dans un pays, il se pose 2 questions. Est-ce que je peux faire fructifier mon capital dans un pays? Et est-ce qu'il y a beaucoup de rouleaux d'étranglement, notamment d'ordre administratif? Donc, ces rouleaux d'étranglement d'ordre administratif sont en train d'être... résorbés. Et il y a sur le plan, on va dire, de l'environnement fiscal, des assainissements qui sont en cours. Parce que n'oublions pas qu'il y a une vérité éternelle. Le capital va toujours là où il peut être fructifié. Absolument. C'est la fameuse parabole des talents. Le premier serviteur, le deuxième, eux, ils ont fructifié leur capital. Le mauvais serviteur était jeté en enfer.
Voilà. Allez, ça fait... en tout cas, vous avez un regard sur le Bénin, vous l'avez rappelé tout à l'heure, surtout avec les écrits que vous publiez, les idées que vous émettez. Ça fait 62 ans d'indépendance célébrée en République du Bénin. Quelle est votre appréciation de ce parcours économique qu'a eu notre pays jusque-là? Est-ce que nous avons avancé? Est-ce que nous avons évolué? Puisque vos études partent toujours de l'existant. Effectivement, merci pour cette question. En un mot, je dirais bon, en deux mots, je dirais pas bon. Vous connaissez la blague, c'est l'ancien Premier ministre britannique John Major qui est allé en Union soviétique pour rencontrer le secrétaire national du Parti communiste. À l'époque, c'était Mikhail Gorbatchev. Il arrive, il lui dit, alors monsieur le secrétaire, en un mot, comment qualifiez-vous l'état de santé de l'économie de l'Union soviétique? Mikhail Gorbatchev répond, en un mot, bon. Et du coup, le Premier ministre était un peu bousculé. Il dit, mais je vois des files d'attente pour acheter du pain, etc. Et vous me dites que c'est bon, mais en deux mots, comment voyez-vous l'économie de l'Union soviétique? Et Mikhail Gorbatchev répond en deux mots, pas bon. Donc, je fais exactement la même réponse ce matin par rapport à votre question. Bon, parce que il faut quand même voir d'où on part. Quand on regarde le PIB du Bénin, en 1980, était à peu près $2 milliards américains. Aujourd'hui, on est à 15 milliards. Donc, en 42 ans, précisément, on a multiplié par 15 la taille de l'économie béninoise. Donc, cet effort-là, ce sont les Béninois, c'est l'agriculteur qui ne cesse de se donner de la peine pour produire et augmenter sa production. C'est l'agent de Momalboni qui rend des services, c'est l'artisan, en tout cas. C'est l'artisan qui produit. Donc, c'est tous les Béninois, au fond. Donc, les Béninois ont réussi. C'est pas un gouvernement. C'est les Béninois qui ont réussi à multiplier par 15 la taille de leur économie en 42 ans. Donc, bravo aux Béninois. On voit aussi que quand on parle de la croissance, au fond, c'est pas un vain mot. La croissance n'est pas, au fond, une idée comme ça, abstraite. Prenons quelques chiffres. En 1960, notre pays nous a été laissé sans infrastructure. On n'avait pas de port en eau profonde. Moi, je rappelais, mon père me disait, quand il allait à Adja, il passait la plupart de son temps sur la terrible, et puis quand il sortait de la voiture, il était rempli de sable, de poussière rouge. Donc ça a bien changé. C'est ça la croissance au fond, parce que les routes, il y a la fameuse phrase qui consiste à dire que on ne mange pas les routes, mais enfin, l'agriculteur, s'il est incapable de sortir sa production parce qu'il n'y a pas les infrastructures de transport, c'est quand même un problème. Donc, les routes servent à quelque chose. On ne les mange pas, mais il se trouve qu'elles sont très utiles. En 1960, la proportion d'enfants qui meurent avant 5 ans, de nouveau-nés qui meurent avant 5 ans, était de 30%. Donc, 30% des nouveau-nés mouraient avant l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé en dessous de 10%. Donc, il y a des progrès du point de vue sanitaire, etc. L'espérance de vie à la naissance, en 1960, quand on a eu notre indépendance, était de 40 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie à la naissance au Bénin dépasse 60 ans. Donc, au fond, c'est pas quand je parlais de la croissance tout à l'heure, ce n'est pas de la croissance abstraite ou qu'on ne voit pas dans la vie des gens. C'est la vie des gens qui est constamment améliorée, qui se trouve métamorphosée par, au fond, le progrès économique. Ah, justement, on parle de progrès économique et de progrès sur tous les plans, 62 ans d'indépendance. Quand on parle de croissance, on dit que nous avons quand même évolué. La croissance économique du Bénin, elle est très bonne, elle est stable par moment, mais que cette croissance ne profite pas aux citoyens lambda. Comment la croissance devrait-elle profiter aux citoyens? Non, la croissance, je m'inscris en faux par rapport à cela. Je pense que la croissance profite aux citoyens. Alors, peut-être pas à tous les citoyens en même temps, parce que, au fond, la croissance dans un pays est forcément tirée par un secteur. Et donc, c'est plutôt ceux qui sont dans ce secteur qui bénéficient de cette croissance, et dans un premier temps.
Après, par la dépense de ces gens-là, cette croissance se diffuse après dans le reste de l'économie. Donc, je pense qu'il y a aussi un temps pour que la croissance se diffuse et se transforme en revenus, en équilibre de revenus des ménages. Donc, cette question-là se pose effectivement, mais la croissance profite aux citoyens. Et non seulement profite aux citoyens, mais profite à la vie et rend la vie meilleure aux Béninois. Je donnais quelques chiffres par exemple. Je disais tout à l'heure que l'espérance de vie dans notre pays a extrêmement extrêmement amélioré. Je parlais tout à l'heure au fond du fait que la proportion de nouveau-nés qui mouraient avant l'âge de 5 ans s'est effondrée. Il y a aussi un effondrement de la mortalité infantile, un effondrement. Parlant de l'éducation, en 1960, à peu près 86%, quasiment 90% de la population béninoise n'avait pas accès à l'éducation formelle. 90% de la population. Aujourd'hui, ceci tombe à 50%. Alors, on doit encore s'améliorer parce que avoir la moitié de la population qui n'a pas accès à l'éducation, c'est une situation fâcheuse. Parce que vaut une démocratie avec 50% de population analphabète? C'est un problème. Mais on voit clairement que la croissance a profité à la fois sur le plan de l'éducation, à la fois sur le plan de la santé, à la fois sur... dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Alors, on a essayé de faire un petit bilan de ce parcours de 62 ans que nous avons. On s'arrête aujourd'hui et on fait maintenant des projections dans le futur. Comment voyez-vous les perspectives et quels sont les leviers sur lesquels le Bénin devrait s'appuyer pour améliorer ses performances sur tous les plans et notamment sur le plan économique afin que cela puisse profiter à sa population? D'abord, en parenthèse, dans quelques jours, on va publier sur le site de l'Afrique des idées les 6 propositions que nous avons faites au ministre des Finances. Oui. Donc, vous pouvez aller sur notre site et le télécharger après. Je crois que l'horizon béninois est de moins en moins sombre, si vous voulez. C'est-à-dire que le Bénin s'inscrit sur un sentier de développement qui me paraît tout à fait soutenable. On a vu, avec une démonstration de résilience que je ne soupçonnais pas. On a vu pendant la crise sanitaire, pendant que quasiment tout le pays était en récession, le Bénin a fait 3,8% de croissance. Ça, c'est la première croissance dans la sous-région. La Côte d'Ivoire a fait 2% de croissance dans cette période-là. Donc, même en pandémie mondiale, le Bénin a fait une croissance positive. Donc je crois que là, il y a clairement une démonstration très forte. Et je pense que pendant la crise, nous avons beaucoup parlé du monde d'après. On a beaucoup parlé du monde d'après qui ne doit pas être comme le monde d'avant. Eh bien, très bien. Oui, qu'est-ce qui a milité en faveur du Bénin à véritablement se porter bien en cette période, malgré les difficultés, la crise de la pandémie, sans oublier la fermeture des frontières du côté du Nigeria et bien d'autres choses? Qu'est-ce qui a milité en faveur? Est-ce les réformes engagées par le gouvernement ou la résilience même des Béninois? Il y a les deux. Oui. Il y a la résilience des Béninois, absolument. Nous sommes un peuple de travailleurs. Et puis, il y a aussi la bonne gouvernance. Ça n'est pas un vain mot. Il y a la bonne gouvernance et les bonnes anticipations. Parce que n'oublions pas que le Bénin a fermé très tôt et a mis... Moi, ça m'a frappé, parce que moi, j'étais rentré début mars 2020. Et il y avait déjà un dispositif à l'aéroport où, au fond, tu dois passer tous les tests, etc. Enfin, moi, j'ai jamais vu une telle organisation aussi bien huilée dans le pays. Donc, je me suis dit, il y a une révolution en cours. Donc, il y a une forme de bonne gouvernance qui s'est installée. Il y a une forme, au fond, de bonne anticipation. Les bonnes décisions ont été prises. La production n'a pas chuté. La production, notamment de coton, etc., n'a pas chuté. Donc, notre agriculture a été sauvegardée. Nos producteurs ont été sauvegardés, ont été protégés. Donc, je pense que tous ces facteurs ont pu contribuer, effectivement, à cette résilience, malgré la pandémie mondiale. Après, il y a d'autres... La pandémie nous a quand même frappé, notamment sur le plan de l'inflation. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense que, même si, rappelons-le quand même, que le Bénin a l'inflation la moins forte
de la sous-région, mais quand même, il y a une inflation qui est fâcheuse et qui frappe au portefeuille des ménages. Je pense que là, il faut très rapidement prendre des mesures de soutien, notamment aux ménages les plus vulnérables. Je pense que la question de l'inflation ne va pas s'arrêter maintenant. Parce que la crise en Ukraine, notamment, a exacerbé notamment des pénuries sur tout ce qui est céréales et autres. Et puis le pétrole devient de plus en plus cher. Donc là, je vois qu'il y a des facteurs qui font que... Parce que l'économie, ce n'est que de l'énergie transformée. Oui. Donc, si l'énergie coûte cher, les produits coûteront tout autant cher. Donc, je vois qu'il y a là un vrai sujet pour le gouvernement pour anticiper l'inflation dans les jours à venir. Je pense qu'il faut prendre des mesures fortes. Ça ne suffit pas de quelques mesures prises. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. L'exportation, interdit des exportations de maïs ou de blé, ou de manioc, etc. Ça ne suffit pas. Parce que c'est pas simplement l'offre qui peut protéger. Il y a aussi la demande qui est frappée. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet parce que l'inflation, n'oublions pas, dans l'histoire, l'inflation a toujours été la source, le départ des révoltes populaires. Ah oui. On se rappelle, on peut remonter jusqu'à la Révolution française, où, au fond, ce qui a déclenché cette révolution, c'est que la miche de pain, qui était la nourriture phare des ouvriers, était passée de 4 sous à 14 sous la veille de la prise de la Bastille. Donc, c'est quelque chose de phénoménal. On se rappelle encore de la crise dans l'Afrique du Nord, dans les années 2010-2011, oui. Avec le jeune Tunisien qui s'est immolé. Ça a été le point de départ, ça a été l'inflation. Donc, l'inflation est un danger pour la stabilité de notre pays. Il faut absolument prendre ce sujet à bras le corps. Oui, justement. Allez, le Bénin, dans 10, 15, 20, 50 ans. Je vois le Bénin. Aujourd'hui, le Bénin fait quoi? Le Bénin fait 10% du PIB de l'UEMOA. Oui. Voilà. La Côte d'Ivoire 40, Sénégal 34, 35. Je pense que le Bénin va augmenter son poids dans l'UEMOA. Le Bénin va passer facilement à 15%. Va peser facilement 15% de l'UEMOA. Je pense qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont développées aujourd'hui, à savoir la simplification des processus, le fait, la zone économique spéciale de Glodibé, qui va être un énorme, on va dire, moteur de la croissance future béninoise, donc qui va pousser aussi l'industrialisation. Je pense qu'il y a vraiment des motifs pour avoir, pour espérer une croissance forte. Je pense aussi qu'il y a quand même des choses à faire. Parce que l'un des problèmes de notre économie, c'est que nos entrepreneurs ne sont pas financés. Il y a un problème d'accès au capital. Oui. Qui est absolument... Les banques qui l'accompagnent. Exact, oui. Totalement, parce que quand on regarde le taux, le niveau de crédit fourni au secteur privé, on est à peu près à 11-12% du PIB béninois. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc là, il y a un vrai sujet. Comment on permet à nos entrepreneurs d'avoir accès au capital? Je le répète, la croissance vient d'un seul personnage dans une économie. La croissance vient de l'entrepreneur. Et si je dois paraphraser Kant, qui disait que David Hume, le philosophe David Hume, la réveille de son sommeil dogmatique, l'entrepreneur est le personnage qui réveille l'économie de son sommeil dogmatique. Donc je crois que l'entrepreneur doit être protégé et doit être favorisé surtout. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Soufouly Jed Koboudé, vous êtes économiste, je le rappelais aux téléspectateurs, et vous êtes directeur général du think tank L'Afrique des idées. Bon retour chez vous. Merci beaucoup. Voilà, merci, on va faire le point de l'actualité puisque nous sommes à 5 minutes de 9h. Voici pour vous la revue de presse à nous préparer ce matin par Narcisse Alossé. Bonjour à toutes et à tous. Dans les journaux parus ce matin, pas grand-chose à part le compte rendu du Conseil des ministres. Et comme c'est de coutume, mes confrères nous informent des décisions qui y sont issues.
Le quotidien matinal, par exemple, nous apprend qu'au Bénin, on tend vers la disparition de la société de gestion des marchés autonomes Sogema, et ceci au profit d'une agence. Conseil des ministres, une agence de gestion des marchés créée, titre la publication, qui nous parle aussi d'un décret pris pour la catégorisation des marchés de vente. Ainsi, note le matinal, il y aura des marchés de niveau national construits par l'État au titre de son patrimoine immobilier, ceux régionaux réalisés soit dans le cadre d'une intercommunalité, soit par l'État, puis ceux communaux construits sur fonds propres par une commune, soit avec l'appui de ses partenaires ou avec celui de l'État. Tout comme le matinal, le quotidien Fraternité aussi dresse dans ses colonnes le communiqué du Conseil des ministres et nous apprend que l'exécutif a décidé d'acquérir 2 aéronefs civils pour faire face aux situations d'urgence d'ordre sanitaire, médical ou logistique. À en croire le journal, il s'agit d'aéronefs court-courrier qui s'adaptent bien aux nécessités d'assurer une liaison domestique que sous-régionale. Du coup, des situations d'urgence au Bénin sont désormais sous contrôle, semble se réjouir le Canard de Ménantin. Toujours au cours de leur conclave hebdomadaire, les membres du gouvernement ont décidé de déployer de nouveaux aspirants au métier d'enseignant. Au total, précisent les journaux, 4 405 dont 2 666 titulaires de diplômes professionnels sont concernés et bénéficieront de renforcement de capacités avant la rentrée scolaire 2022-2023. Rentrée 2022-2023, titre le journal Bénin Intelligent en bas de une, le gouvernement déploie 4 405 aspirants. Un déploiement qui, souligne la publication, vient compenser le déficit d'enseignants par rapport aux besoins. Et puis, à l'issue du Conseil des ministres, en sa séance d'hier mercredi 3 août 2022, il y a eu 83 nominations dans 3 ministères, informent tous les journaux ou presque, parus ce matin. Dans la suite, les quotidiens Fraternité et Bénin Intelligent consacrent leur gros titre aux résultats du cours africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES et nous apprennent que Badirou Aguemon porte désormais le grade de professeur titulaire en santé publique. Du coup, à la suite de Joseph Djogbenou, Badirou Aguemon, député élu de la 15e circonscription électorale, fait la fierté de la classe politique nationale, fait observer Fraternité. Le journal rappelle le parcours de cet homme politique qui a été un ancien président du COSLEPI et juge à la Haute Cour de justice du Bénin. Connaissant sa détermination et son engagement aux côtés des populations de son fief politique, si à Kpakpa à l'est de Cotonou, le journal croit savoir que la promotion de Badirou Aguemon ne serait qu'une joie pour ses militants et sympathisants, surtout pour son parti, l'Union progressiste. Badirou Aguemon a été professeur agrégé des universités CAMES depuis 2018, souligne Fraternité. Toujours dans la suite, ce matin, le quotidien Matin Libre nous emmène à Plakodi, dans le 5e arrondissement de Cotonou, et nous apprend que le projet de modernisation de Ganri environ fait des victimes. Selon le journal, plus de 200 ménages non relogés souffrent le martyre. Certaines familles dorment encore à la belle étoile, exposées aux intempéries et maladies, et des couples n'ont plus d'intimité, ajoute la publication. Quant aux enfants, ils ont dû abandonner l'école l'année scolaire passée. Et ne sachant à quel sein se vouer, ces victimes du projet de modernisation de Ganri environ ont lancé des cris de détresse à l'endroit du chef de l'État. Des cris relayés par le quotidien Matin Libre qui a dépêché une équipe de reportage sur les lieux hier mercredi. Et c'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Narcisse Alossé boucle la boucle avec la revue de presse de ce jeudi sur Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre aimable attention. Très bonne journée du jeudi en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision Canal 3 Bénin et sur le www.canal3television.com. On se retrouve demain vendredi à partir de 7h. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.